Du coup, ce qu'il fallait, c'est être libre. Pour être libre, une des façons d'être libre, c'est d'avoir de l'argent pour pouvoir ne pas dépendre financièrement de cette activité. En fait, ce qui est important, c'est d'avoir un but à long terme et d'avoir un objectif. Et ensuite, de te dire, j'ai une idée comment je vais y arriver, et ensuite être souple sur les moyens d'y arriver, tu vois. On est à Mumbai et on va servir tes besoins au Brésil, en Pologne, en France, en Espagne et au Japon. Ouais. C'est pas être complètement con à passer un temps fou à faire des trucs qui ont zéro valeur ajoutée. Votre enjeu, c'est de baisser le niveau de stress de votre client. Et quand j'ai regardé les bureaux dans lesquels t'es, donc les pays dans lesquels t'es implanté, j'ai trouvé Espagne, Maroc, UAE, Mexique, Égypte. Well done. Il m'en manque pas? Non. Et il y en a des nouveaux enfin des futurs potentiels? Peut-être la Malaisie at some point. La Malaisie. Et parce que là, t'es sur qu'un... Non, le Mexique, c'est pour la zone Amérique. Ouais. Le Maroc, c'est pour l'Europe. L'Égypte, c'est pour le Moyen-Orient. Ouais. Et il me manque la moitié du monde, quoi. Ouais. Ça, il est. Et tu veux contrôler le monde ou c'est quoi le projet? Non, l'idée c'est de développer un business. En business, si tu grandis pas, tu meurs. Donc, les relais de croissance, tu vois, quand tu as un marché, tu le conquiers, tu augmentes ta part de marché, puis après tu cherches un nouveau marché. Donc, soit c'est la diversification géographique, soit c'est les services que tu proposes, soit c'est des produits. Et donc moi je fais les deux, des nouveaux services et des nouvelles géographies. C'est dingue parce qu'en fait la logique pour les business de services de croissance c'est la même pour tout le monde, que ça soit du digital ou plus du conseil comme ce que tu fais. Ouais. Et t'as commencé comment? Je pense que ça peut être intéressant d'en parler. Ouais, bah écoute, comment te dire? Alors, tu sais, tu poses toujours la question de jusqu'à combien tu remontes. Alors, je suis né à... Non, donc j'ai fait des études de commerce, j'ai fait du conseil et j'ai identifié un besoin. Souvent, c'est ça, quand tu veux monter un business, c'est un truc que tu ressens, t'es frustré et tu te dis, bah en fait, je peux avoir la solution. Tu vois. Et quand j'étais en conseil, la matière première d'un consultant, c'est la data, c'est l'information. Ton rôle, c'est contrairement à un CEO, un PDG qui va te dire, moi, j'y crois, on y va, suivez-moi, parce que j'y crois. Quand tu es consultant, on va te suivre parce que tu démontres ce que tu proposes. Et pour démontrer, la meilleure façon, c'est de donner de l'information. De dire, tel pays, la taille du marché, c'est tant. C'est pour ça que maintenant celui-là et pas dans tel autre, etc. C'est scientifique comme approche. Ouais, c'est une approche assez scientifique, de démonstration, de faire une hypothèse, d'aller chercher de l'information pour démontrer ton hypothèse et du coup de convaincre avec ça. Ok, c'est une approche, d'autres deux qui sont valables, mais voilà. Et du coup, c'est au cœur de ton activité d'avoir des informations. Donc, tu as plusieurs façons de le faire. Moi, j'en avais 3. Soit je faisais moi la recherche. La recherche, c'est hyper consommateur de temps. C'est pas facile à faire. Et puis, il y a de plus en plus de ressources. C'est-à-dire, tu as évidemment Internet, mais tu as plein de bases de données. Tu peux interviewer des gens aux 4 coins du monde. Tu peux utiliser la technologie pour aller extraire des grosses masses de data pour les analyser ensuite. Et en fait, tu peux pas être bon à tout, tu vois. Moi, j'étais bon à passer du temps avec mes clients, j'étais bon à leur proposer des recommandations, mais pas nécessairement à faire de la recherche. Donc, bon, le faire moi-même. Et puis, par ailleurs, faire la recherche, en général, c'est quand même le faire la nuit, quand t'es pas face à ton client, donc quand t'as envie d'avoir une vie, voilà. Deuxième solution, c'est que moi, dans le cabinet dans lequel je travaillais, qui s'appelait le Boston Consulting Group, il y avait une équipe de recherche. Mais c'était un centre de coûts, c'était pas un centre de profit. Et tout ce qui est un centre de coûts, en général, c'est de taille relativement limitée. On veut limiter les coûts. Et du coup, il y avait des personnes très qualifiées, super bonnes et tout, mais qui n'étaient pas en nombre assez important. Je me souviens littéralement d'avoir fait la queue dans le couloir du BCG à Paris, en attendant mon tour pour aller poser une question au centre de recherche. Au centre de recherche. À l'époque, alors ça a totalement changé depuis, mais bon, moi j'ai commencé en 2004. Tu leur envoies un mail, mais c'est la même chose. Oui, mais fondamentalement, voilà, c'est ça. C'est on n'a pas de capacité, on le fait demain, après-demain, après-demain. Et donc BCG avait à l'époque commencé à utiliser des prestataires en Inde. Et là, c'était des milliers de personnes, il n'y avait jamais de problème de capacité, c'était génial. Moi, je trouvais ça top. Seul problème, c'est que mon expérience, c'est t'envoies un truc et c'est une bouteille à la mer, quoi. Peut-être que ça va revenir et que ça sera top, et peut-être que t'auras plus de nouvelles, ou peut-être que ce sera la merde, et que du coup, ça te stresse en fait. Ça te stresse énormément parce que tu sais pas si la qualité sera là, si le mec il aura réfléchi, etc. Et du coup, je me suis dit, mais est-ce qu'il n'y a pas un modèle un peu intermédiaire? J'aime bien l'idée d'externaliser parce que BCG peut pas être bon à tout, on peut pas être le meilleur à tout, on peut pas scaler sur tout, et en même temps faire mieux que les prestataires indiens. Et c'est ça l'idée. Moi, j'étais au Maroc à ce moment-là, j'avais aidé à créer le bureau de BCG au Maroc. Et je me suis dit, on peut faire un truc. Et j'ai commencé à parler à des gens autour de moi, notamment un copain de promo d'école qui était, lui, chez McKinsey. Il me dit, mais j'ai exactement... le mot interdit en France, mais c'est pas grave. Ça, c'est une belle boîte. Objectivement, c'est une belle boîte. Et donc, il avait le même ressenti. On s'est dit, tiens, on peut faire un truc. Et au Maroc, il y a des gens talentueux, intelligents, et autres, et à des coûts raisonnables,
et qui n'ont pas non plus une offre d'emploi de qualité aussi large que ça. Donc on s'est dit on peut créer quelque chose, on fait du travail de qualité avec des gens motivés, avec une capacité à recruter et à grandir qui est assez forte. C'est ça l'idée de base, tu vois. Et après j'ai commencé, le truc qui est marrant c'est que je me suis pas dit un jour demain je vais créer une boîte. Pas du tout. Je me suis dit j'ai cette idée. Alors qu'est-ce que je vais faire pour tester le truc? Alors j'ai envoyé un mail à l'école de commerce la meilleure du Maroc, qui s'appelle l'ISCAE. Je leur ai dit est-ce que vous pouvez m'envoyer la liste de vos diplômés des 3 dernières promos? Ils m'ont envoyé ça, il y avait le classement de sortie, j'ai pris les 50% des meilleurs de chaque promo. Je leur ai envoyé un mail en disant voilà, j'envisage de créer une boîte. Si ça vous intéresse, venez me voir. Et donc j'ai booké une salle au BCG de manière totalement en loose day. Maintenant je peux le dire, il y a prescription. Et j'ai commencé à interviewer des mecs en disant j'envisage, j'ai l'idée peut-être un jour de créer une boîte. Puis j'avais des gens bien quoi, des gens de bon niveau. Je me disais tiens on peut faire un truc. Puis après, c'est quoi comme profil? C'est des ingénieurs, c'est on a plus une majorité commerce d'écoles de commerce et on a quelques ingénieurs. On est assez ouvert. En fait, ce qu'il nous faut, c'est des gens bien câblés, qui réfléchissent, qui soient plein de ressources, qui soient créatifs. Et nous, on les forme. Je te raconterai, mais on a une usine de formation. Du coup, ce que tu cherches, c'est beaucoup plus les soft skills que la connaissance. Alors, soft skills, les qualités relationnelles, ouais. Il y a aussi la créativité, la resourcefulness. Après, non, il y a quand même des fondamentaux business. C'est-à-dire qu'on te dit, j'ai besoin de comprendre les bit margins de PepsiCo. Il faut savoir ce que c'est une bit margin. J'ai besoin de comprendre la stratégie d'une entreprise. Non, il y a quand même un certain nombre de compétences. Mais par contre, sur le métier de la recherche, les autres métiers qu'on a développés depuis, là, on les forme de A jusqu'à Z. Et on est une machine de formation. On a créé ce qu'on appelle la Infomino University. C'est dingue. Et on n'a pas encore créé des diplômes, mais on va le faire. C'est-à-dire qu'on a on recrute des jeunes diplômés et on en fait des cadors en quelques semaines. Vraiment, les mecs sont très très bons, très très vite, parce qu'on prend des gens intelligents et bien câblés. Donc voilà, donc je faisais des entretiens, donc je me suis dit, on est capable probablement de fournir un service pas mal. Et de l'autre côté, je me suis dit, parce qu'il y a de la demande. Et donc j'ai fait un deck sur PowerPoint, slide blanc. J'avais même pas de template, j'avais pas de nom pour l'entreprise et tout, en disant voilà ce que moi j'ai ressenti, voilà le problème que j'ai identifié, est-ce que vous le ressentez aussi? Et donc j'ai commencé à pitcher mon truc à des gens divers et variés. Qui sont des personnes. Déjà, j'ai pitché en interne au BCG à un très senior partner en lui disant tu vois, j'envisage de faire ce truc. Est-ce que ça te plaît? Il me dit carrément, t'as tellement raison. Donc ton ancien employeur a été un de tes premiers clients? Ouais. C'est dingue. Ouais, c'est génial. C'est génial. Non, j'ai pas le droit de dire qui sont mes clients, mais j'ai été beaucoup aidé par. Non, mais la réalité, c'est qu'effectivement, je suis parti. Donc, ça n'a pas été genre, demain, je monte une boîte, je vais passer 6 mois à définir mon produit. C'est, je suis en train de faire un métier, je vais faire un métier proche, mais dans une entité différente. Et puis ça s'est fait de manière très très smooth, cette transition. Moi aussi c'est marrant, je me suis jamais réveillé en me disant que j'allais créer une agence quoi. À aucun moment. Mais tu commences à faire du boulot, puis tu te rends compte que t'es payé, que t'as besoin de plus de monde, et qu'en fait c'est rentable même en engageant des gens si je le fais pas tout seul, et ça se fait comme ça. Exactement. Et après t'as la boule de neige qui grandit. Moi elle s'est pas agrandie autant que toi, mais ça fait moins longtemps que tu fais ton business. Non, ça fait 2 ans et demi, donc ça va. Ouais, donc voilà, donc ça commence. Et là on parle de il y a 12-13 ans. Ouais. Ok. Et tu t'imaginais ce que ça allait être? Est-ce que, je veux dire, comment tu te projetais? Pourquoi tu faisais ça? C'est parce que, je veux dire, c'était trop prenant. Tu as un peu parlé de l'équilibre. C'était trop prenant d'être salarié, d'être consultant dans ce genre de structure. C'est pas du tout. Alors, sur ta première question, est-ce que j'imaginais que ça allait être comme ça? Oui, complètement. Et je pense qu'on est un peu en dessous de ce que j'avais comme ambition. On est 350 aujourd'hui. Je pensais qu'on serait 200 au bout de 5 ans et 500 au bout de 10, tu vois. On est 350 au bout de 13. Bon, tout est toujours très relatif. On me dit c'est un succès ta boîte. Je sais pas en fait ce que c'est un succès. Ce serait un succès si on faisait 10 milliards, mais si on faisait 10 milliards, on voudrait faire 20 milliards. C'est ça. Excuse-moi, je t'interromps à nouveau, mais on me dit la même chose. Mais ça veut dire quoi? Moi je dis regarde Martin par exemple, c'est x10 sur la taille de mon entreprise. Mais en fait c'est toujours, tu vois, moi je peux te dire. Voilà, exactement. Et puis l'autre il va t'en trouver un autre. Et Elon Musk il s'en fout. Elon Musk il met 40 milliards dans Twitter. C'est ça. Donc pourquoi j'ai fait ça? C'est bizarre, mais c'est très construit en fait. Mon objectif dans la vie, moi, c'est de faire de la politique. Ma croyance, c'est qu'en fait, un politique doit être quelqu'un d'indépendant et de libre, et pas donc pas un fonctionnaire et pas un professionnel de la politique. Je pense que ça donne une indépendance, une capacité à servir le bien commun qui est supérieure aux gens dont c'est le métier. Du coup, ce qu'il fallait, c'est être libre. Pour être libre, une des façons d'être libre, c'est d'avoir de l'argent pour pouvoir ne pas dépendre financièrement de cette activité. Pour avoir de l'argent à un âge raisonnable, pour avoir suffisamment longtemps de faire de la politique, l'entrepreneuriat, c'est pas mal.
Dans du service, c'est encore Dans mieux. du service, ouais, n'importe. Enfin, je m'en foutais, moi. Ça, c'est pas le sujet. Mais en gros, il fallait que je crée un patrimoine. Pour créer un patrimoine et pour lancer une boîte, l'observation du conseil, c'était pas mal parce que tu vois plein d'industries, tu vois plein de gens intelligents, tu crées un network très puissant et donc tu peux apprendre plein de choses. Et puis avant, pour faire du conseil, il faut faire les meilleures études possibles. Voilà. Et cette idée-là, je l'ai eue quand j'avais 18 ans. Je venais de commencer la fac de droit sans savoir trop ce que je voulais faire. Je me suis dit, bon, ça y est, c'est ça que je vais faire. Alors du coup, j'ai passé les concours d'école de commerce, je suis rentré à HEC, ensuite à HEC, je suis allé au BCG, ensuite j'ai créé ma boîte. Et c'est ça l'idée. Ton plan de vie à 18 ans, mais pratiquement. C'est pas mon plan de vie, j'avais mon objectif. Okay. Ensuite, il y a plein de choses qui sont pas passées comme je l'ai prévu, tu vois. Finalement, ça a mis un peu plus de temps que ce que j'ai prévu pour arriver là où je veux en être. Non mais, tu vois, je suis parti au BCG au Maroc, j'ai pas du tout anticipé que je partirais au Maroc. Donc, je pense ce qui est intéressant, en tout cas, ce que je retiendrai quand j'aurai mes petits-enfants sur les genoux, tu vois, quand je serai très vieux, je leur dirai, en fait, ce qui est important, c'est d'avoir un but à long terme et d'avoir un objectif. Et ensuite, de te dire, j'ai une idée de comment je vais y arriver, et ensuite d'être souple sur les moyens d'y arriver, tu vois. Et ça, moi, depuis 20 ans, ça me porte, tu vois. C'est hallucinant. Dingue. Le matin, quand je me réveille, je fais pas, enfin, tu vois, l'argent en tant que tel et les dépenser, c'est pas mon sujet, tu vois. Moi, je circule en trottinette électrique, je m'en fous. Mais par contre, la liberté, pour moi, c'est fondamental. Et tout ce que j'ai fait, c'est un moyen d'avoir de la liberté. Et donc maintenant, j'ai de la liberté. Et voilà. C'est ça que j'appelle le succès. Tu vois, c'est pas tant est-ce qu'on a 350 ou on est 2000 ou on est 100. C'est est-ce que je suis libre de pas mal d'aspects, oui. Et pour moi, avoir 350 personnes, ça veut dire que tu as moins de liberté que si tu en avais 30. Qu'est-ce que tu en penses? Non, ça c'est faux. Ok. Je pense que je travaille tout seul. Ou je travaille pour d'autres. Et la réalité, quand on dit t'es chef d'entreprise, donc t'es libre, c'est complètement absurde. C'est absurde. Je veux dire, t'es responsable des personnes qui travaillent avec toi. Voilà. Ensuite, entre 30 et 350, ce qui se passe, c'est qu'entre 30, tu gères tout, toi en direct, tout le monde. Quand t'es 350, t'as une équipe de management qui gère aussi beaucoup pour toi. C'est encore plus donc en fait, tu continues à gérer 30 personnes fondamentalement, qui sont les personnes qui te reportent plus directement. Les 320 autres, tu en es responsable, mais tu les gères pas directement. Donc, moi, tu vois, sur les gens qui montent des business, je vais monter un business qui est pas trop ambitieux parce que je veux pas envie de trop d'emmerde. La réalité, c'est que tu montes un business qui fait 10 milliards ou un business qui fait 10 000 euros, même 10 000 euros par mois. Fondamentalement, tes emmerdes sont pas en quantité vraiment totalement différentes. Donc, autant monter quelque chose qui est gros. Voilà. C'est vrai. Et tu as commencé au Maroc, du coup. Tes premiers clients étaient au Maroc. Non, mes premiers clients n'étaient pas Maroc, mais j'ai monté au Maroc. Ok. Et ça s'est passé comment? Enfin, je veux dire, non, tu peux pas dire tes premiers clients, tu peux pas expliquer comment ça s'est passé, pas trop. J'ai eu des cabinets de conseil, et c'est essentiellement des réseaux. J'ai la chance d'avoir fait tant HEC que le BCG, qui sont comme des réseaux hyper puissants. Qu'est-ce que tu fais quand tu montes ta boîte? Tu vois les gens que tu connais. Bien sûr. Tu dis, je fais ce truc, machin, un truc. Et puis après, on s'est retrouvés. Moi, j'ai quitté le BCG en avril, j'ai monté l'entité juridique en mai, et en juin, j'avais des premières missions. J'avais pas de salariés, j'avais rien, donc moi j'ai un peu travaillé sur les premières missions. J'ai pris un mec freelancer qui était ivoirien, Zakaria, qui était basé en France. Vous, non, mais il est resté au moins 7 ou 8 ans avec nous, tu vois. Parce qu'au début, il était en freelanceur, puis après, quand j'ai eu suffisamment de business, on l'a recruté, il s'est occupé, il a grandi, il est devenu manager, il a pris en charge nos opérations et tout ça. Top. Et ce qu'on faisait au début, c'était on vendait et puis après on recrutait. Donc c'était vertical. Il y a des personnes qu'on a recrutées où le premier jour où ils sont arrivés, ils travaillaient sur les missions clients. Et ils avaient aucune idée. Mais la réalité, c'est qu'en fait, tu te rends compte que les gens sont capables de choses absolument phénoménales quand ils sont en charge, quoi, quand ils sont responsables. Alors aujourd'hui, on fait plus ça parce que on veut que les gens soient formés avant avec des clients. On a mis des process en place. Mais la réalité, c'est que en fait, quand tu leur donnes de la liberté et que tu es là et que tu as un management bienveillant, que tu es là pour les aider quand ils ont des difficultés, etc., en fait, ça s'est hyper bien passé dès le premier jour. Tu vois, il n'y a pas eu de problème de qualité ou autre parce qu'on avait des gens compétents. On était toujours, donc on vendait, puis on recrutait après, et c'est comme ça, et puis tu recrutes 5, et puis 10, et puis tu te rends compte que tu recrutes 50 personnes dans l'année, et du coup tu vas prendre une équipe de recrutement. L'année dernière, on a dû recruter plus de 200 personnes, je pense. C'est dingue. Et du coup, maintenant, on a une équipe de recrutement, on a une équipe de formation et tout, mais on n'avait pas du tout ça au début, quoi. J'ai tellement de questions à te poser. Et c'était quoi tes challenges sur la première année? Est-ce que ta vraie problématique, c'est de trouver bien staffé? Est-ce que c'est plus de trouver des clients? Est-ce que c'est un peu tout parce que c'est le bordel de la première année? En fait, les problèmes, je les ai pris un par un, tu vois. Okay. J'ai pas le sentiment d'avoir me dit, mon Dieu, c'est l'horreur. Enfin, tu vois, la boîte a été profitable au bout de 6 mois, donc j'ai jamais eu de question de cash. S'il y a une problématique qui a été compliquée à travers le temps, c'est l'humain. C'est-à-dire que
dans un business, tu peux à peu près tout maîtriser. Tu maîtrises tes process, tu maîtrises tes éléments financiers, tu maîtrises machin. Le seul truc que tu pourras jamais maîtriser, c'est les gens. Et parce que les gens sont différents, ont des agendas personnels, les personnalités. C'est beaucoup plus compliqué l'humain que tout le reste. C'est-à-dire que moi, ça fait longtemps que je pense que j'ai arrêté d'apprendre sur le business. Enfin, pas arrêté, mais que ça s'est vraiment très fortement ralenti. Mais en revanche, sur les gens, ça change. Jours, tout le temps. Là, maintenant, ça fait 13 ans. Donc, en fait, la génération des gens qu'on recrute aujourd'hui sont totalement différents de ceux qu'on recrutait il y a 10 ans. Je veux dire, je sais pas, moi, le work from home, c'est un sujet absolument dingue. Il y a 10 ans, tout le monde allait au bureau, personne ne posait la question. Et aujourd'hui, tu leur dis de venir au bureau 2 jours par semaine. Ils commencent à faire la tête. C'est un vrai sujet. C'est-à-dire qu'il faut leur expliquer pourquoi tu le fais, que tu fais pas ça pour les emmerder. Moi, je m'en fous qu'ils aillent au bureau, pas au bureau. Mais tu dis, en fait, vous valorisez le lien humain, le lien social. Donc, en fait, venir 40% du temps au contact de vos collègues, ça permet de plus partager la connaissance, etc. Donc, tu es obligé de faire la pédagogie. Donc, ça, c'est le sujet, je dirais, à travers le temps, qui m'a le plus donné de travail, mais c'est pas un souci, c'est joyeux. Enfin, tu vois, je trouve ça passionnant, je trouve ça vraiment intéressant. Et donc après, je vais mettre 2 points. Un point, c'est l'équilibre offre-demande. C'est-à-dire, dans une boîte, tu es toujours en train de savoir, est-ce que tu as trop d'offres, c'est-à-dire tu as trop de personnes et pas assez de clients, ou trop de clients, pas assez de personnes. Et nous, et que dans tous les business de service, c'est cette espèce de balancier, je suis désolé, je vais dégommer le truc. Dans tous les business de service, c'est cette espèce d'effet de balancier. Donc il faut gérer ton timing, donc il faut prévoir bien tes ventes de manière à pouvoir anticiper tes besoins en people, parce qu'une vente, ça se fait, le client veut que tu aies commencé la semaine dernière. Par contre, si tu recrutes quelqu'un, ça prend 3 ou 4 mois entre le moment où tu as décidé de le recruter et le moment où il est compétent et prêt à marcher. Donc ça, c'est un sujet. Le deuxième sujet, c'est l'anticipation. Pour le coup, s'il y a un truc qu'on a bien fait, je pense, chez Infomineo, c'est de se dire, je fais aujourd'hui ce dont j'aurai besoin dans 2 ans. Mettre en place un CRM. Franchement, quand tu as 5 clients, tu n'as pas besoin d'un CRM pour tout tes... Ouais, mais le problème, c'est que si tu en as 50 ça sera trop tard. Et que tu n'as pas l'historique, tu n'as pas les contacts, ça va être le bordel, tu vas passer tellement de temps à corriger. Voilà. Donc, mettre en place un CRM. Moi avant, quand j'étais au BCG encore, je faisais mes missions et j'étais sérieux, mais le soir et le week-end, qu'est-ce que je faisais? J'ai fait des job description, j'ai fait un deck pour présenter aux recrues ce que ça allait être le processus de recrutement, ce qui était attendu, la stratégie de la boîte, etc. Franchement, je n'en avais pas besoin, j'aurais pu faire 100, mais la réalité, c'est que j'ai anticipé. Et à chaque fois, on a anticipé sur les prochains investissements. On a mis en place, on a été certifié ISO, alors qu'on était peut-être 25, tu vois. On a mis un ERP en place il y a au moins 8 ans. Donc voilà, c'est vraiment ce sujet-là d'anticipation qui, à mon avis, nous a évité d'avoir des gros problèmes et du coup de se retrouver à dire cette année, c'était l'anus horribilis. Je comprends. Tu vois, quand le Covid est arrivé, c'est un bon truc. Dans un business de service, avec des gens qui viennent au bureau, c'est potentiellement l'horreur absolue. La réalité, c'est qu'on avait déjà utilisé Zoom de manière récurrente, que moi, j'étais à Dubaï depuis plusieurs années, que j'ai bossé pendant 5 ans en remote. Donc, je gérais des centaines de personnes, mais moi, je travaillais dans mon salon. Dans mon salon. Et donc, on avait tout en place. Tout le monde avait que des PC portables. On s'était jamais posé la question de mettre des PC fixes. Et ça a été seamless. Mais parce qu'on avait anticipé... Non, on s'est pas dit une pandémie va arriver, pas du tout. Mais on avait fait ce qu'il fallait pour avoir tous nos documents dans le cloud, pour avoir tout ce genre de choses. Ce qui paraît un basique, mais ce qui aurait pu être presque fatal. C'est pas un basique aujourd'hui, aussi, mais avec 13 ans, quand tu montais une boîte, pas nécessairement. Je sais bien. Je sais bien. Et t'es resté combien de temps uniquement avec le bureau du Maroc? 3 ans. 3 ans. Et après, le second? Égypte. Ouais. Et pourquoi? Enfin, je vais pas te poser la question pour tous les pays, mais je trouve ça... tout d'un coup, tu te dis que c'est un besoin et... La stratégie que j'avais pour ma boîte, c'est de dire, je te mentionnais les prestataires indiens que j'avais. Et les prestataires indiens, c'est on est à Mumbai et on va servir tes besoins au Brésil, en Pologne, en France, en Espagne et au Japon. Le tout en anglais, on considère que le monde est plat et que tout est pareil. Moi, je pense qu'en fait, faire des bureaux dans 200 pays, c'est un peu compliqué, mais te dire régionalement, il y a des sensibilités pour faire un meilleur travail parce que tu as le background culturel, parce que tu as le bon créneau horaire, etc., ça a du sens. On a commencé avec le Maroc, on s'est largement focalisé sur l'Afrique au début. Qui était, on est tout petit, on vient de commencer. Pourquoi un client nous ouvrira la porte? Il faut arriver avec une niche, avoir une expertise particulière. Ensuite, le Maroc, c'est une super plateforme pour l'Europe. Au Maroc, on parle français, il y a énormément d'hispanophones, et quand les Marocains regardent la presse internationale, ils ont tendance à se focaliser sur la presse plutôt européenne. Donc, c'est un excellent centre pour l'Europe. Ensuite, le Moyen-Orient, le Maroc...
tout le monde pense qu'on parle arabe. On parle darija. C'est super, mais c'est pas la même langue que le Middle East. Et je suis pas forcément très au courant de ce qui passe au Middle East. Par ailleurs, on travaille du lundi au vendredi. L'Égypte, au contraire, a une semaine décalée, comme c'était à l'époque le cas à Dubaï, mais c'est encore le cas en Saoudi. C'est le principal pays dans lequel on produit des films. Et donc, tout le monde comprend l'arabe égyptien. C'est bête, mais ça aide. C'est 100 millions de personnes, dont 20 millions au Caire. C'est d'excellente université. Et pour moi, j'ai défini comme le meilleur hub de très loin. Et on a fait une étude systématique. On a comparé le Liban, la Jordanie, etc. Comme un bon petit consultant du BCG. Alors, exactement. Ouais, mais à un moment, ça marche. Il y a des trucs qui marchent, tu vois. On était les premiers à monter une entité de ce type en Égypte. Et c'est canon. C'est canon. C'est le meilleur centre offshore pour le Moyen-Orient. Ensuite, le Mexique, on va poser la question, mais c'est une logique similaire. En Amérique du Sud, quel est le meilleur centre pour monter ce type de service de haute valeur ajoutée, mais pour autant en utilisant des pools de ressources qui sont moins contraints que ce que tu as aux États-Unis? Le Mexique, c'est un super centre. Et la Malaisie, c'est la même chose pour l'Afrique, pour l'Asie. Et donc, on l'a pas encore monté, mais c'est dans les plans. Par exemple, quand tu arrives au Mexique, qu'est-ce que tu fais? Tu voyages là-bas 1 fois, 10 fois, tu parles à des potentiels partenaires locaux. Est-ce que tu t'associes? Est-ce que... Non, on a tout fait tout seul comme des grands dans tous les pays. D'ailleurs, pour la petite anecdote, en Égypte, alors l'Égypte, c'est moi qui l'ai fait. Le Mexique, c'est notre CEO. En Égypte, quand j'y suis allé, c'était en 2014, juste après la Révolution. C'est la première fois de ma vie que je foutais les pieds en Égypte. J'ai contacté quelques personnes de proche en proche pour me renseigner. J'ai contacté American University in Cairo, je suis allé sur leur campus et j'ai essayé de rencontrer des personnes. Et dans les rues, il y avait encore des tanks. Tu vois, il y avait des barrages avec des tanks dans les rues, c'était assez rigolo. Et les gens me disaient, mais t'es complètement taré. Moi, ce que je veux, c'est avoir des gens qui sont intelligents, qui ont Internet, qui peuvent ou pas venir au bureau. Tu vois, c'est ça dont j'avais besoin. Et donc, je viens voir et tout. Donc, c'était assez marrant. Et pour le Mexique, donc c'est notre directeur des opérations qui l'a fait. Et ben, on s'est renseigné, on a parlé des gens, des ex du BCG, de McKinsey, machin, l'environnement business, la création d'une société. Tu recrutes une cabinet d'avocats qui va te faire le montage physique de la société. Tu recrutes ton directeur ton patron pays qui va ensuite chercher ton bureau, monter ton infrastructure. Sur le papier, très classique. Ouais. Non, rien de rock'n'roll. Hein. Non, j'attendais pas forcément une anecdote, mais c'est super intéressant. Et je pense qu'on en avait déjà parlé, mais je comprends pas comment ça fonctionne. Par exemple, quand tu montes dans du consulting, tu deviens partenaire. Mais est-ce que partenaire, ça veut dire que tu as des parts de l'entreprise ou pas forcément? Ouais. Ok. En fait, alors après, ça dépend des cabinets et autres, mais les associés dans les cabinets de conseil ont des parts de l'entreprise qu'ils achètent, mais qui sont obligés de revendre. Donc, tu n'as pas un capital qui a de la valeur. Ça te donne accès aux dividendes qui sont très élevés dans les cabinets de conseil, mais tu n'as pas la valeur du capital. Ok. D'accord, parce que tu l'achètes à un prix fixé avec une formule, tu le revends à un prix fixé avec une formule, et tu ne fais pas des plus-values de dingue. Et quand tu quittes le cabinet, tu es obligé de vendre tes parts à d'autres. Ok. Et ça, c'est la plupart des cabinets de conseil. Et tu as mis en place le même principe? Non, nous, on est une société normale, avec des actionnaires majoritaires. Ce qu'on a fait en revanche, il y a 3-4 ans, on a mis en place un plan d'actionnat salarié. On a donné 11% du capital à nos principaux salariés. C'est dingue. Moi, je trouve ça pas bien ou pas, mais ça a permis de les engager. En fait, je ne l'ai pas vu comme ça. Moi, je l'ai vu avec mon associé, on l'a vu comme ils se comportent comme si c'était leur boîte. C'est-à-dire qu'il y a un niveau d'engagement hyper élevé. Ils comptent pas leurs heures. Ils sont... Et donc, en fait, c'est déjà des propriétaires de la boîte. Donc, on n'a fait que acter en leur donnant du capital ce qu'ils faisaient déjà. Donc, c'est pas pour leur demander plus d'engagement, c'est pour concrétiser le fait qu'ils soient très engagés. Et donc, voilà, aujourd'hui, c'est 11% du capital. Ils touchent des dividendes tous les ans. Et si on vend la boîte un jour, ils font chacun des sommes que j'espère les plus significatives possibles pour eux et pour moi. et voilà, ça me semblait juste... Ça insiste sur le fait que vous avez encore plus un intérêt commun. Enfin, vos enjeux sont les mêmes, du coup. À nouveau, je pense pas que... Tu pensais pas à ça quand tu l'as fait? Je pense que c'est la cerise sur le gâteau. L'intérêt commun, c'est qu'on travaille dans la même boîte, on a les mêmes clients, on a les mêmes objectifs, etc. Pour moi, c'est plus de la reconnaissance que... J'essaie pas d'obtenir En gros, j'ai pas essayé d'obtenir quelque chose en leur donnant accès au capital. J'ai concrétisé un engagement qui était là. La réalité cynique, c'est de dire qu'en fait, moi, ça va baisser de 10% ma rémunération, mes dividendes, ça va être de 10% le capital que j'aurai à la fin. Ça va pas changer ma vie. Et en revanche, ça peut changer la leur. Et donc, je me dis, c'est la bonne chose à faire. Et ça te met aussi dans un dialogue un peu différent. C'est-à-dire que tu as d'autres personnes qui sont propriétaires de la boîte. C'est d'autres personnes à qui tu dois parler en tant que propriétaire. Parce qu'on a, comme Hamza et moi, on était propriétaires à 100% de la boîte, on discutait autour d'un café, on va faire ça, on va faire ci, machin. On n'avait pas de board, on n'avait pas de
de gens qui peuvent te parler de l'intérêt de la boîte avec cette même angle d'actionnaire. Et là, c'est intéressant. Ils nous apportent des éclairages, une vision qui en gros, ils nous conseillent. Je trouve ça intéressant. C'est dingue, super intéressant. J'y avais pensé à un moment, je sais pas, c'est peut-être super tôt de toute façon pour moi, mais ouais. J'ai tellement de questions. Votre client moyen, il ressemble à quoi maintenant? C'est à peu près la même chose qu'au début, des cabinets de conseil? Ouais, non, clairement, on a commencé sur les cabinets de conseil, on reste très puissant, on travaille à peu près tous les cabinets de conseil. En fait. La réalité, c'est que quand des gens achètent des missions de tous les grands cabinets de conseil mondiaux, ils achètent très très majoritairement la prestation du cabinet, mais ces personnes-là vont s'appuyer sur des experts sur un certain nombre de services. Sur la recherche, on est un des principaux dans le monde. Sur les data analytics, on est en train de grandir très fort. Et sur d'autres expertises, ils utiliseront d'autres prestataires. Donc ça, c'est la majorité de notre business aujourd'hui. On travaille aussi pour beaucoup de grandes entreprises qui ont besoin pour leur plan stratégique d'information, qui ont besoin pour leur négociation commerciale d'avoir un benchmark des prix de tels produits. Donc on travaille pour beaucoup de grands noms. La dernière fois que j'avais regardé, c'est plus d'une quarantaine des sociétés du Fortune 500 qui travaillent avec nous. Et on travaille aussi pour des gouvernements, notamment dans la région, tant en Arabie Saoudite qu'ici, que ce soit les ministères ou les entreprises publiques. Tu peux nous parler, sans mentionner le client, d'une mission qui te paraît typique? Est-ce que ça peut être, je sais pas moi, ça peut être Chaloub veut s'installer c'est pas réaliste, mais à Oman, dans un secteur spécifique. Il te demande si ça fait sens. C'est aussi large que ça? Est-ce que c'est plus précis? Alors, notre business model, c'est pas un business model par mission. C'est un business model d'externalisation. Ça, c'est très important. En fait, la plupart de nos clients, et c'est plus de 80% de nos chiffre d'affaires, même 90 quasiment, disent « Je n'ai pas envie de développer une expertise en recherche, développer une expertise en analytics, je vais m'appuyer sur vous. Mettez pour moi en place une équipe. » On a des clients qui ont 50 personnes à temps plein qui travaillent pour eux. Et donc, il n'y a pas, au moment où on signe le contrat, ces personnes-là vont faire ça. J'ai compris. En fait, ils ont tout un système, un process, avec un email, en disant j'envoie des demandes, les mecs vont répondre, me dire ce qu'ils vont faire, etc. Donc, on travaille sur des centaines, si ce n'est des milliers de recherches par jour de différents sujets. D'accord. Ça peut être 2 heures, ça peut être 2 mois. Ensuite, on a aussi des engagements sur un certain nombre de projets, c'est les 10% qui restent. Et là, on a tout un range, on peut travailler sur des questions de pays, de choix d'implantation dans des pays, on peut travailler sur des marchés, c'est-à-dire comment ils sont structurés, quelle est leur taille, on peut travailler sur des entreprises, benchmarker la taille de l'équipe informatique de mon concurrent pour savoir si j'ai la bonne taille, et on peut travailler sur des individus, quel est le profil de cette personne, qu'est-ce qu'il peut me raconter sur mon industrie, quel insight ils peuvent fournir. Donc un truc, je veux dire, donc il n'y a pas vraiment de mission typique, mais je peux te raconter, je sais pas, un dimensionnement de marché par exemple, tu vois. Un truc qui m'a fait marrer, c'est une époque où moi je faisais vraiment les projets encore. On a dimensionné le marché des convoyeurs à bande, conveyor belts, on appelle ça en anglais, pour plusieurs pays. Je sais même pas ce que c'est. Moi non plus, je savais pas ce que c'était. Donc en fait, tu commences convoyeur à bande, c'est le plus truc, c'est ton tapis à bagages. Tapis à bagages, c'est un convoyeur à bande. Mais tu fais ça pour les aéroports, mais tu fais aussi ça dans les industries. Quand tu es dans une mine, tu extrais, tu mets ton matériel, enfin ton matériau sur un convoyeur à bande qui va rouler, qui va l'amener sur un tas. Tu vois, ça peut être ça. Ça peut être dans l'industrie cimentière, etc. Donc, tu vois, l'approche qui est de dire, la première chose, c'est de comprendre ce que c'est. Quelles sont les industries sous-jacentes qui utilisent des convoyeurs à bande? On avait défini 6, bien évidemment, en interaction avec le client, qui nous dit, voilà, moi, je vends là. Et donc, on a dit, c'est quoi le marché? Le marché, c'est de vendre des nouveaux équipements. Il n'y a pas beaucoup de maintenance, c'est des projets assez simples. Donc, c'est de vendre des nouveaux équipements. Donc, en fait, il fallait voir industrie par industrie le montant d'investissement qui allait être fait dans des nouvelles cimenteries, dans des nouvelles mines de charbon, dans des nouvelles mines de phosphate, etc. Et se dire, sur les montants d'investissement, quelle est la part qui est dépensée dans les conveyor belts? Donc, c'est ça qu'on a fait. On a regardé industrie par industrie les plans d'investissement sur 10 ans, et puis on a interviewé des gens qui travaillent dans chaque industrie en disant, dans ton usine de ciment, quand elle te coûte 100 millions de dollars, les convoyeurs à bande, c'est combien de pourcents de ça? C'est 4 à 6%. Quand tu as interviewé 5 personnes qui te disent tous c'est entre 4 à 6, tu dis, bon, on va prendre 5 comme une valeur médiane, on va dire au client que c'est plus ou moins 20%. Et donc voilà la taille de ton marché. Et ensuite, tu reconstruis. C'est passionnant. C'est hyper intéressant. Je trouve ça passionnant. Non, mais c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant, mais ce que je veux dire, c'est la plupart du temps du bon sens. Et la recherche d'information, elle est très manuelle. Elle est très sur le terrain. Elle est beaucoup parler aux gens. Elle est avec ChatGPT. Alors, c'est une combinaison de 3-4 choses. Première, c'est ce qu'on appelle du desk research. Desk research, c'est ton PC. C'est quand même une fenêtre sur le monde. Tu as plein de données accessibles via Google. Et si tu sais bien utiliser Google, un moteur de recherche, tu peux trouver pas mal de choses.
tu peux aller chercher les rapports de la Banque mondiale, les rapports d'entreprise, des entretiens qui ont été faits. Tu vois, on peut aller chercher des gens qui ont répondu à des podcasts et faire du text ou du speech to text pour savoir ce qu'ont dit les gens dans lesquels ils expriment leur stratégie sur Infomineo. Si un de mes concurrents est intelligent, s'il veut savoir la stratégie d'Infomineo, il va faire ça avec le podcast qu'on est en train d'enregistrer et il va trouver des informations intéressantes. Donc, tiens, à Google. Ensuite, tu as toute une série de bases de données qui sont... j'ai accès à 100 millions de comptes de résultats d'entreprises dans le monde. Les comptes de résultats de 100 millions d'entreprises, y compris à un historique. J'ai accès à l'ensemble de la presse mondiale. J'ai accès à... Donc, il y a quand même des bases de données qui demandent une certaine expertise à utiliser et qui coûtent très cher. Donc, on a souscrit. Et ensuite, on procède par entretien, beaucoup. Parce que la réalité, c'est que tu formalises qu'une partie de ce que tu sais. Pour moi, les data, les informations sont soit dans du silicone, dans des serveurs, dans des ordinateurs, soit dans des neurones. Et pour savoir sortir les datas des neurones, aujourd'hui, il n'y a pas mieux qu'un café, qu'un podcast ou qu'un coup de fil. Et donc, c'est ce qu'on fait. Donc, on fait beaucoup ça pour trouver l'information qui... Pour donner un exemple, tu veux t'implanter en Arabie Saoudite, tu peux lire le texte de loi. La réalité, c'est que l'expérience d'une personne qui l'a fait n'a rien à voir. Et donc, nous, on va parler à cette personne. Donc ça, c'est une autre chose qu'on fait. On fait assez fréquemment. Et ensuite, on utilise de plus en plus la technologie. La technologie te permet des choses. Bon, je te mentionnais le speech to text. Ça peut te permettre aussi de dire, en fait, je veux mapper les stations-service en Arabie Saoudite et savoir s'il y a des zones blanches. Pour pouvoir, moi, mettre mes stations-service. Là, tu vas sur Google Maps. C'est pas efficace de le faire humainement. Non, c'est pas efficace. Donc, tu vas prendre des scrapers qui vont te sortir toute la data et te mettre ça de manière structurée dans Excel pour que tu analyses. Donc, on utilise la technologie, ce genre de choses. L'AI, spécifiquement, c'est un sujet très intéressant. Dans le métier de la recherche spécifiquement, qui reste la majorité de ce qu'on fait, en plus des analytics et autres, c'est pas un outil de recherche. L'AI, il faut comprendre, c'est des large language models, c'est-à-dire des modèles qui te donnent la probabilité qu'un mot arrive après un autre mot. Donc, c'est très utile en amont pour structurer ta recherche, pour te dire, voilà, je voudrais analyser la stratégie de PepsiCo en Afrique. Quel framework d'analyse je peux utiliser? Et là, ChatGPT va te dire, tu vas analyser la stratégie géographique, la diversification produit, le pricing, la stratégie financière. Ok, très bien, c'est à structurer. Ensuite, la recherche, c'est pas très bon encore. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'hallucinations, ça peut te sortir des trucs totalement faux. La plupart des LLM ne te donnent pas les sources, donc tu sais pas d'où vient la data. Donc, il faut s'en méfier comme de la peste. Et donc, je recommande de ne pas le faire. Pas du tout, et si tu le fais, de douter énormément de ce qui t'est proposé. Ensuite, c'est très utile à la fin. J'ai produit ça, aide-moi à formuler les résultats de ma recherche de la manière la plus optimale. Toi, t'es français, je suis français, on parle très bien anglais tous les deux. La réalité, c'est que je suis meilleur à écrire en français qu'en anglais, et que si j'écris en anglais, si c'est reformulé mieux, c'est pas mal. C'est marrant parce que j'utilise ChatGPT tous les jours pour ça. Je lui mets mon texte, make it more native, please. Ouais, exactement. Il est beaucoup plus fort que moi. Exactement. Et nous, on fait ça. Tu vois. Notre vision sur l'AI, c'est que c'est un peu la nouvelle génération des bases de données, ou de Google. C'est-à-dire que, à nouveau, dans ce fameux exemple de 2004, je sais que je suis vieux, mais t'étais né, mais pas depuis longtemps. Ouais, mais je savais pas lire encore. De 2004, je faisais la queue littéralement pour accéder aux équipes de recherche parce qu'il y avait encore des bibliothèques physiques avec des livres, tu vois. Voilà. Là, c'est pour la déco. Avec des annuaires, des machins. Sont arrivées les bases de données, maintenant plus personne ne cherche dans un livre, tout est numérisé. Et on aurait pu dire c'est une menace pour ce métier-là que tout soit numérisé et tout le monde va pouvoir le faire. La réalité, c'est que chercher via cette hyper abondance de ressources, ça devient un métier. Pour moi, l'AI, c'est un peu la même chose. L'image que j'utilise auprès de mes équipes, c'est un dragon. L'AI, c'est hyper puissant, c'est incroyable, c'est beau, ça peut cracher du feu. Mais c'est hyper dangereux, ça peut tout cramer. Si tu utilises l'AI pour faire de la recherche et que tu considères ce que te propose l'AI comme la vérité, c'est très, 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 mal. très Et donc, moi, ce que je vends sur cette nouvelle génération d'activités, c'est qu'on j'ai pas le mot en français, mais on ride the dragon. C'est-à-dire, on conduit le dragon pour le compte de nos clients en leur disant, c'est une nouvelle ressource que vous avez. Plutôt que vous, tout le monde, utilisez ce truc-là en faisant un nombre incalculable de conneries, nous, on va le faire et on a des formations hebdomadaires. Donc, toute l'équipe sur les AI, on a des librairies de prompts, de centaines de prompts sur comment faire les meilleures recherches. On benchmark en permanence tous les meilleurs AI. On a un AI
privé qui permet de le faire dans notre propre domaine sans que nos données sortent, etc. Moi, j'attends, et ça va venir dans quelques mois, j'en suis sûr, la première grosse catastrophe industrielle avec l'AI. Une boîte où le mec aura mis des documents confidentiels en disant « analyse-moi ça » et ça va sortir dans le domaine public, ou des décisions, des recommandations qui ont été prises sur la base d'un AI qui font n'importe quoi. Et nous, le message qu'on passe à nos clients, c'est très puissant, il faut absolument l'utiliser, mais faites-le utiliser par des professionnels. En parlant de professionnels, sur tes 350 collaborateurs, on parle de combien, enfin, qui fait quoi? Quel volume fait quoi? On a un département opération qui doit concerner, je pense, au moins 280 des 350. Opération, c'est là où on fait le métier et on a le temps qu'on vend à nos clients. Okay. On a une majorité de recherche, on a aussi une équipe d'analytics, on a une équipe de graphic design qui permet de faire de la visualisation, de la mise en page, et on a une équipe de ce qu'on appelle language services qui aide sur toute la partie communication, langage, notamment avec la gestion de l'arabe, de l'anglais, etc. Okay. Donc ça, c'est la grosse majorité. Ensuite, les équipes dites services, qu'on appelle services chez nous, on a une équipe commerciale, on a une équipe RH très grosse, parce qu'on a une grosse équipe recrutement. Je dis, on a fait plus de 200 recrutements, donc ça prend du monde quand même de recruter. Ensuite, admin RH, etc. On a une équipe tech qu'on a largement renforcée, qui avant était une équipe informatique classique, mais on a recruté une personne tech pour vraiment notamment utiliser l'AI et numériser. Et nous, on le voit pas comme un remplacement de notre service, mais une façon de faire plus et mieux dans le même temps. Ensuite, on a une équipe finance. Qu'est-ce que j'oublie? Voilà, c'est à peu près tout. On a une structure assez classique, corporate. On va se restructurer probablement d'ici quelques mois en forme de business unit plus. Aujourd'hui, on a une pyramide. On arrive à une taille où les équipes sont trop grosses et maintenant, on va par client dire, voilà, on a des solutions pour tel type de clientèle, tel type de clientèle. Et par industrie, par taille d'entreprise? Plutôt par industrie. Ouais. Plutôt par industrie et par typologie de client. On a un concept qui est intéressant en marketing, c'est la notion de buyer persona. Et buyer persona, c'est pas son industrie, c'est qui est ton client, quelle est sa façon de penser, etc. Et on le fait assez largement autour de ça. Il y a le buyer persona d'un grand cabinet de conseil mondial, c'est un buyer persona. On a le partner d'un Big Four, c'est un autre buyer persona. On a le directeur régional d'une grande entreprise, c'est un autre buyer persona. Le sous-ministre d'un gouvernement, c'est un autre buyer persona. Et on l'organise un peu autour de ça. Je comprends bien, ça pourrait s'appliquer pour nous aussi. Entre quand on parle directement au CEO, fondateur, et quand on parle au responsable marketing. En fait, ça ne dépend pas de ce qu'ils font, ça dépend de qui ils sont et comment on les adresse et comment on communique avec eux. Et je pense que le service que tu leur offres peut être différent, la façon dont tu leur parles doit être différente, etc. Et le process, c'est très différent pour nous aussi. Parce qu'il y en a qui ont des acquis et qui comprennent très bien notre métier, donc c'est complètement différent. Je comprends ça. J'imagine qu'il y a plein de gens qui comprennent rien à ce que tu fais, et si tu leur parles des éléments techniques, ils n'en ont rien à cirer, ce qui compte, c'est les bénéfices business. Exactement. Mais il y a deux catégories, dans ceux qui comprennent rien, il y a ceux qui comprennent rien et qui nous laissent la complète liberté et l'autonomie complète. Et il y a ceux qui veulent essayer de comprendre et qui regardent comment ça se passe. Donc, on les adresse pas du tout de la même façon non plus. Mais ça serait pas possible de toute façon. Et j'aimerais beaucoup parler de l'acquisition client. Déjà, quelque chose avant de parler d'acquisition client, je pense que la rétention client, c'est même peut-être plus critique pour toi que l'acquisition de nouveaux clients. Tu m'avais dit que tu avais des contrats pluriannuels. Mais moi, c'est mon rêve d'avoir ça. Il est applicable, donc c'est bien, c'est pas très compliqué. Enfin, c'est pas très compliqué. Comment ça se passe? Je veux dire, quand tu onboardes un nouveau client, comment tu vas le chercher? Est-ce que c'est toi qui t'en occupes? Est-ce que tu as une équipe de sales? Alors, évidemment, aujourd'hui, j'ai une équipe de sales. Depuis 2 ans, je fais plus les ventes moi-même. Il y a 2 ans, on était déjà, je sais pas, au moins 150. Mon associé et moi, on faisait 90% des ventes de la boîte. Et ça, c'était au mois de septembre. On a décidé qu'on faisait plus de ventes. Le 1er janvier, on est passé de 90% à 0. Ça a été un peu... et ça a très bien marché. Ça a été une décision qui fait peur parce que vraiment... un CEO, malgré tout, c'est quand même... La vente, c'est prendre le dernier truc que tu veux lâcher. Donc aujourd'hui, on a des équipes de sales avec... on a un fonctionnement qui est intéressant. On a ce qu'on appelle des vice-présidents qui sont vraiment des gens expérimentés avec un profil, tu vois, des anciens consultants de Bain, de BCG, etc. Et qui sont assistés par un account exécutif. Le account exécutif, c'est un junior qui travaille en binôme. Et c'est pas je vais te monter des meetings et tu prends tous les parties glamour. C'est on travaille ensemble et on définit sur le cycle de vie du client où est-ce qu'on apporte le plus de valeur. Typiquement, la plupart des boîtes disent l'outreach, c'est-à-dire le fait de contacter des clients doit être fait par le junior parce que c'est chiant. Et derrière, quand il y a des meetings, c'est au senior de le prendre.
La réalité, c'est qu'en fait, un senior est beaucoup plus efficace dans son outreach parce que les mecs vont regarder son profil LinkedIn, parce que ils sont partis des mêmes réseaux, etc. Donc, c'est bien mieux fait par un senior. Ça veut pas dire que les cartes exécutives pas l'aider à préparer le truc, tu vois. Mais voilà. Ensuite, les meetings sont bien gérés, mais par contre, toute la contractualisation, la gestion, la négociation des contrats. Que ça soit le senior qui. Exactement. Donc, on a ce fonctionnement en binôme où c'est vraiment un mentoring, c'est-à-dire que les VP mentorent les accounts exécutifs pour qu'ils deviennent à leur tour. Et qu'ils deviennent capables d'être, enfin, qu'ils soient plus seniors et qu'ils se mettent à. Exactement. Et on a un commence à avoir un historique là-dessus. Donc ça, c'est le fonctionnement. Et tu m'as fait une petite, tu sais, comment ça s'appelle, la petite lampe là quand quand ça te fait comprendre quelque chose. Je devrais faire du cold call. Ça devrait pas être. Nous, ce qui fonctionne très bien, c'est le cold call sur des Français aux Émirats. Ouais. J'en fais 0. Toi. Ouais. C'est ça un problème. Ouais. Ah mais après tout le monde, on est dans une génération où on a peur du contact. Ah et pas du tout. Non, parce que oui, mais tendanciellement, statistiquement. Moi, quand j'ai commencé ma boîte, commercialement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon téléphone. Genre, j'envoyais même pas de mail. J'ai même pas d'adresse email de ma boîte. Donc, je passais un coup de fil. Bon, là, je te dérange pas, t'as 5 minutes. T'as pas 5 minutes, je te rappelle dans 20 minutes ou je te rappelle demain. Donc ça marche évidemment très bien. Les gens, en fait, prenons un parallèle. Il y a 20 ans, quand t'avais 5 ans, on n'en pouvait plus de recevoir des courriers dans nos boîtes aux lettres. C'était pénible. On avait des pubs partout, des machins, des trucs, c'était chiant. Aujourd'hui, tu reçois une lettre, c'est génial, quoi. T'es trop content, tu l'ouvres, t'es excité, etc. Alors quand tu reçois un mail il y a 20 ans, t'étais trop content de recevoir un mail, maintenant ça te fait chier. Et ben pareil, les cold calls, qui t'appelle, à part les call centers à la con, mais quand c'est bien fait, mais c'est génial. Dans ta langue maternelle, dans un pays où tu parles pas français toute la journée. Par exemple, ouais, c'est une façon. Mais même, moi, il y a quelqu'un d'intelligent qui m'appelle sans régurgiter un script, sans être manifestement dans un call center. Je prends le coup de fil. Parce que ça devient super rare. Enfin, ça devient. À part dans l'IMO à Dubaï, ça c'est un autre problème. Ouais, mais voilà, mais t'as le spam, et c'est comme dans ta boîte aux lettres. Rapidement. Dans ta boîte aux lettres, tu voyais les infos publicités versus les vraies lettres. Tu reçois une vraie lettre avec ton nom marqué à la. Tu sais que j'en suis conscient, hein, parce que on organise beaucoup d'événements, je pense que je t'en avais parlé, et les personnes qui reviennent et qui étaient là l'événement précédent, j'imprime les photos sur lesquelles ils apparaissent, je les mets dans une lettre avec un petit mot écrit. Mais ils sont, excuse-moi le terme, mais choqués, quoi. Alors que pour moi, ça me paraît, voilà. Évidemment. Et puis, ils ont quelque chose. Enfin, après, je suis pas assez poussé pour comprendre la psychologie. On va revenir à une dimension qui, à mon avis, est très intéressante. C'est la dimension de l'émotion dans le business. Le business a été construit comme le règne de la raison. On va faire ça, on va faire des process. Mais aujourd'hui, si c'est le règne de la raison, je pense que les machines vont être meilleures que nous. Bien sûr. Et les humanoïdes sont à 5 ans d'être prêts à être plus forts que nous. Exactement. Quoi. En revanche, le domaine de l'émotion, du ressenti, est très mal géré par les boîtes. Moi, j'ai fait un truc avec une personne qui s'appelle Joe Sejan, je pense que tu connais, sur gérer les intentions émotionnelles de la boîte, et qui dit comment tu veux que les gens ressentent. Pour qu'ils ressentent, recevoir une photo avec un petit message, c'est marquant. Ils s'en souviendront 5 ans plus tard. Ils disent ah bien, je me souviens de Paul, et il a fait ça dans son événement et tout. Si tu l'invites à l'événement et que tu envoies les photos sur WhatsApp, c'est pas la même chose. L'impact il est complètement différent. Et je me bats comme tout le monde pour que mes équipes envoient moins de mails, passent plus de temps au téléphone, etc. Parce qu'on est devenus habitués, on est devenus flemmards, et ça devient attends, je suis dans mon canapé avachi, je vais pas passer un coup de fil ou faire un call, je vais envoyer un email, ce sera plus simple. Et puis d'ailleurs, je vais faire un email, je mets tout le monde en BCC, j'en mets 200, et comme ça, j'aurais envoyé 200. Et la réalité, c'est que ça marche pas, quoi. Mais je pense que ça, une des choses que j'ai compris, il y a plein de choses que tu m'as appris aujourd'hui. Je suis très content pour ça, mais les invitations à mes événements, au paddle, il y a une centaine de personnes, j'envoie individuellement à chaque personne avec un message personnalisé, mais tout le monde me dit mais t'es complètement fou. Non, je suis pas fou, parce que moi, j'aimerais pas qu'on m'envoie un message qu'on envoie à tout le monde, où c'est même écrit, tu sais, transféré là sur WhatsApp. C'est horrible. Non, après, tu as des façons de le faire. C'est-à-dire que tu peux un des trucs qu'on fait, je ne vais peut-être pas le dire, mais tu peux prendre des templates et tu customises 2 phrases dans ton template. C'est OK, les gens acceptent, comprennent ça. Et tu dis, cher truc, depuis la dernière fois qu'on s'est vu, et là, tu as rempli manuellement dans ton fichier Excel que la dernière fois que tu l'as vu, c'est truc. Et le reste du mail, c'est vrai. Parce que je t'invite au paddle qui est tel jour, telle heure. Je veux dire, ça, c'est le même truc. J'avoue, c'est exactement ce que je fais. Non, mais exactement. Donc, c'est ce que tu fais et c'est la bonne chose, c'est la bonne façon de faire. C'est pas être complètement con à passer un temps fou à faire des trucs qui ont 0 valeur ajoutée, et c'est pas prendre les gens pour les mépriser en leur envoyant un truc qui n'est absolument pas. Tu vois, le truc le plus bizarre qui peut t'arriver, c'est un francophone qui sait que t'es francophone qui t'envoie un message en anglais. Ça c'est bizarre. C'est très très bizarre. Ou tu mets un point en disant j'accepte, enfin tu t'excuses ou tu expliques
Voilà, j'envoie, c'est notre anniversaire, machin, je l'envoie à 900 personnes, je ne peux pas personnaliser pour tout le monde, tu le mets en PS et c'est OK pour vous, tu vois. Fine. Tu fais une petite blague, tu mets French speakers, je sais pas quoi, tu trouves un petit truc marrant. Bon, pour les Français, on fait ça pour faire progresser en anglais. Mais je suis d'accord avec toi. Peut-être que j'aimerais bien avoir ton avis sur ça. Dans la relation avec les personnes et le réseau, que ce soit personnel ou pro, et souvent, il n'y a pas forcément une distinction énorme, chaque interaction pour moi est clé. Et tu peux, par exemple, en un message ou, tu vois, si j'envoie un message en anglais, un truc, on pourrait se dire, ah oui, Paul, maintenant, il a pris la grosse tête, il fait des événements, tu vois. Là-dessus, 2 points. 1, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont traumatisés par le jugement des autres. À un moment, il faut s'en foutre. Il y aura toujours des haters, toujours des gens qui vont être jaloux de ton succès, jaloux de trucs, machin. À un moment, on n'est pas parfait. Et je pense qu'on a envie d'être entouré de gens bienveillants qui sont capables de comprendre qu'on n'est pas parfait non plus. Et voilà. Et le deuxième élément, c'est se mettre à la place de l'autre quand on envoie, quand on fait quelque chose. C'est pas plus compliqué que ça. C'est dire, comment il va recevoir le truc. Moi, il y a une expérience ça paraît très bizarre, mais une expérience qui m'a marqué. Quand j'étais au BCG, en fait, j'étais parti après 2 ans. Je suis allé dans une société de biotechnologie. Ça a été traumatisant, mais traumatisant. Je suis revenu au BCG et j'ai fait un burn-out. Enfin, un burn-out, j'ai fait une réaction. J'ai une maladie bizarre. J'ai dû être hospitalisé quelques jours par un effet rebond 3 mois après avoir quitté la boîte qui m'avait traumatisé. Je me suis retrouvé à l'hôpital. Rien de dramatique, tu vois, mais j'étais pas bien, j'étais fatigué, j'avais une maladie bizarre. Et j'ai reçu une grosse boîte de chocolat comme ça à mon hôpital. Et je vois, et c'est marqué de mon équipe BCG avec un petit mot en disant, voilà, on pense à toi, remets-toi vite. Bon. La réalité, c'est que probablement l'associé sur la mission a envoyé un message à son assistant en disant « Trouve où est Martin et balance-lui une boîte de chocolat ». Ça a dû lui prendre 5 minutes. Mais le ressenti que j'ai eu, c'est en fait, je compte, j'existe, c'est pour moi, c'est pas pour quelqu'un d'autre. Ils l'ont fait, ils y ont pensé. Et ça a eu j'ai toujours raconté ça comme ça, je sais pas si je me raconte une histoire, mais que je pense que l'impact d'un geste comme ça a plus eu d'importance sur ma fidélité au BCG, le fait que je suis resté 50 plus et que, tu vois, je parlerai jamais mal du BCG, que le fait d'avoir eu un bonus plus élevé ou moins élevé, ou d'avoir, tu vois ce que je veux dire. Et je pense que être intentionnel dans ce qu'on fait avec les autres, je pense que c'est important. Pour moi, c'est une priorité tous les jours de savoir qui dans mon réseau fête son anniversaire et d'envoyer un petit message. Et c'est pas le message standard de LinkedIn, machin. Je mets pas un roman. Je veux que ça, et ça me prend 3 minutes, mais et ça engage une conversation et ça me fait penser à la personne. Et je me dis tiens, il pensait à ça. Alors du coup, je lui mets un petit mot sur comment ça allait. Je sais pas, t'as divorcé, comment ça va, ou comment ton enfant, tu m'as dit qu'il était malade ou autre. Et je pense que c'est important de comprendre ça. Je suis loin d'être parfait et je suis très, 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 très rationnel, mais j'ai appris dans les quelques dernières années à mieux comprendre le rôle des émotions, que ce soit vis-à-vis tes salariés, vis-à-vis tu vois, aujourd'hui, génération Z, il bosse pas pour sa carrière ou pour gagner plus d'argent. Il bosse parce qu'il est en ligne avec les valeurs, parce qu'il se sent respecté, parce qu'il apprend, parce que... Donc nous, la façon dont on gère les gens dans la boîte a totalement changé. J'imagine. Totalement changé. C'est la promesse principale qu'on fait, celle de l'apprentissage et de la croissance professionnelle et intellectuelle. C'est ça la promesse. On leur dit, tu seras payé tout à fait correctement, tu auras une belle carrière, on benchmark, tu auras aucune raison de te plaindre sur ce que tu gagnes et quelle est ta progression de carrière, mais la vraie raison pour laquelle tu vas rester, c'est que chaque année qui passe, tu seras un meilleur professionnel, tu auras fait des amis et tu seras en ligne avec tes valeurs dans ce que tu fais. Si tu fais ça, et du coup, on a une fidélité assez élevée de notre staff sur cette base-là. Et pas parce qu'on offre le meilleur salaire. Je suis convaincu qu'il vaut mieux dépenser 10 000 € dans faire des cadeaux personnalisés ou améliorer l'expérience des gens que dans faire un virement de 100 balles à chacun, qui, à mon avis, c'est prouvé d'ailleurs, hein, quand tu augmentes un salaire d'une personne, quand tu le promeus, ça les motive pendant genre 4 semaines. Ça change leur niveau de motivation pendant 4 semaines. Après, c'est intégré, validé. Tu passes à autre chose. Comme c'était normal et acquis. Ouais, exactement. Et sur la partie acquisition, est-ce que ça vient toujours de ton réseau? Est-ce que tes business développeurs vont des salons professionnels? J'ai absolument aucune idée de comment tu peux trouver des clients. Non, alors, les salons, je déteste, moi, perso. C'est vraiment... Tant je suis extraverti, mais je trouve ça épuisant voilà, donc non. Énormément. Alors, réseau, c'est pas les gens que je connais sincèrement, c'est ce que j'ai remarqué, c'est tu as différents niveaux de proximité. Tu as les gens les plus proches de toi, tes amis et ta famille, ils vont jamais t'aider à faire du business. Ouais. Jamais. Ouais. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu comptes suffisamment pour eux pour qu'ils aient pas envie de mettre cette relation en danger. D'accord? Donc, moi,
Jamais. Et il y a de l'autre côté les inconnus totaux qui n'ont jamais entendu parler de toi, qui n'ont rien en commun avec toi. Là, c'est très compliqué. Puis au milieu, il y a les gens avec lesquels tu as des points en commun. T'as la même passion parce que tu joues rugby, tu parles la même langue, t'as fait la même école, t'as travaillé dans la même boîte, je sais pas, t'as un ami commun, un de tes clients est leur ami, etc. Pour moi, c'est ça le cœur, c'est trouver ce qui te rapproche d'une personne. Le point commun, ça peut être anecdotique, mais tout le monde comprend ce code en fait. Et donc, ensuite, après, c'est un process, c'est-à-dire que tu identifies, on a ces buyer personas, donc on identifie les personnes qui correspondent à notre cible. 99%, on le fait sur LinkedIn. Okay. Tous les professionnels qui nous intéressent sont sur LinkedIn. On les identifie, on les priorise, et derrière, on cherche, personne par personne qui nous intéresse, quel est le point commun, quel est le point d'accroche. Si c'est un contact de mon ami machin, je vais demander à mon ami machin s'il peut me faire une intro. Okay. Si c'est un mec qui a fait l'INSEAD comme mon associé Hamza, je vais demander à Hamza d'envoyer le message, ça sera quand même plus naturel plutôt que ça vienne de moi. Donc on cherche l'accroche, on envoie en général on envoie un mail, parce que c'est plus poli d'envoyer un mail, et derrière on suit au téléphone. Okay. Disant, je t'ai envoyé un mail, mais entre les filtres anti-spam, les machins, les trucs, j'ai pas envie, peut-être c'est plus simple, et on essaie de monter un meeting. Et dans le meeting, on la ferme, et on écoute ce qu'ils nous ont raconté. Okay. Tu poses que des questions, en fait. Okay. Tu poses que des questions. En fait, c'est un jeu d'information. Moi, la vente, ce que j'ai compris, c'est que si tu poses des bonnes questions, ils vont se rendre compte même. Ils savent que tu as la bonne solution. Ouais. Parce que tu as compris leur problème. Je fais un parallèle qui déplaît parfois, mais je pense que j'ai pas trouvé mieux pour l'instant. Si tu veux, tu as une relation de séduction avec une personne, séduction amoureuse. T'as deux trucs. Soit tu fais l'article. Bon, attends, je suis Paul, 25 ans, je suis entrepreneur, je vis à Dubaï, c'est incroyable, machin. Bon, ça peut marcher. Soit tu es intéressé. Et toi, tu fais quoi? Et ça, et tu machin, et tu poses des questions, et tu t'intéresses et tu connectes émotionnellement avec la personne. Je pense que tes chances de succès sont largement plus élevées. Moi, je fais l'option 2 tous les jours, donc ça. Voilà. Mais c'est exactement la même chose, je pense, avec le business. Les gens, ils ont besoin d'être écoutés, d'être entendus, quoi, et je me bats, c'est une bataille au quotidien pour que ça soit pas simplement le moment de la vente, mais que ça soit, nous, 90% de nos clients sont là sur plusieurs années. Et donc, c'est pas nos vendeurs principaux sont pas nos vendeurs principaux sont nos opérations. Okay. Si tes analystes disent aux clients, comment ça va? Attends, on va travailler ensemble, mais comment ça va? Comment tu te sens? Truc, bidule. Ah, mais ton problème, quel est le problème que tu cherches à résoudre? C'est pas quelle est la data dont tu as besoin, c'est quel est le problème que tu cherches à résoudre? Comment je peux t'aider? Je t'ai envoyé un truc. Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que je vais dans la bonne direction? Est-ce que je vais pas dans la bonne direction? Tu envoies la finale. Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que ça t'ouvre d'autres questions? C'est comme ça que tu vends, en fait. C'est un peu comme pour créer la boîte, tu vois. C'est pas genre, je vais monter une boîte, et c'est pas, maintenant, je vais vendre un truc au client. C'est que tu crées une relation, que cette relation, si tu es un professionnel raisonnablement intelligent, qui fait du bon boulot, et dont les prix sont pas délirants, en créant ces relations et les entretenant, tu développes ton business. Nous, c'est comme ça qu'on essaie de le faire. Ok, trop bien. Il y a plein de points qui me viennent, même pour nous, à appliquer. Peut-être que je peux t'en donner quelques-uns en 2 secondes, mais cet après-midi, je vais faire un tableau. Je vais cold call. Mais je vais trouver des personnes avec qui j'ai des points communs ou des intérêts communs, et je vais essayer de, entre guillemets, leur en parler. Ça, c'est un premier truc. Deuxième chose dont je voulais te parler, il faut que je m'en souvienne, c'est comment vous mesurez la satisfaction des clients. C'est un sujet sur lequel on travaille maintenant. Ouais, alors satisfaction des clients, il y a une façon très, très simple. C'est on fait des enquêtes, requête par requête, 1 minute. Ok. Est-ce que ça répond à tes attentes? Oui, non. C'est un questionnaire ou tu lui demandes? C'est un questionnaire. Okay. Ça, c'est parce qu'on a besoin de statistiques. On fait des milliers de requêtes tous les jours. On a besoin à un moment de savoir, on sera jamais à 100% de satisfaction, mais on a besoin de mesurer statistiquement où est-ce qu'on en est. Et t'es à plus de 90% de ce que j'ai vu. On est très très haut. Ouais. On est très très haut. C'est le 97, quelque chose comme ça. Ouais. Ça dépend des clients évidemment, mais les clients, c'est très très élevé. Parce que un client satisfait, c'est pas un client pour lequel tu as fait un très bon boulot. Un client satisfait, c'est un client dont tu as géré les attentes. Oui, bien sûr. Donc en fait, ça arrive assez fréquemment qu'on ait des feedbacks dithyrambiques où le client nous a demandé un truc, on lui dit, je suis désolé, on n'a pas trouvé. Ouais. Et le client est super content. Tu n'as pas trouvé, tu expliques que c'est pas trouvable, ce que tu as fait, pourquoi. Et le client dit, ok, tu as géré mon attente. Et potentiellement inversement, le client, et je l'ai appris très tôt, le client pour lequel on a eu les plus gros résultats en SEO, mais des résultats énormes, on a perdu le contrat après 6 mois. Parce qu'en fait, il voulait qu'on reporte beaucoup plus que ce qu'on faisait. Et pour nous, ça paraissait tellement évident avec les résultats. Enfin, c'est évident avec du recul. Mais je comprends très, 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 très bien ce que tu dis. Ouais. Et il y a des clients avec qui on a des résultats plus normaux, enfin plus dans la moyenne, et qui sont extrêmement contents. Il y a énormément d'impressions. Moi,
quand je parle aux gens de la boîte, je leur dis, votre enjeu, c'est de baisser le niveau de stress de votre client. Ah bon? Pourquoi tu dis ça? Non, c'est pas de faire le meilleur boulot, c'est pas de faire le plus de trucs, de fric. Non, de baisser le niveau de stress. Les gens, le truc qu'ils essaient d'éviter au maximum, c'est le stress et la tension. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut faire un travail évidemment de qualité et surtout prévisible. Prévisible en termes de temps. Si tu fais un super boulot, que tu devais livrer le lundi, que tu livres le mercredi, le client va être pissed off. Ouais, bien sûr. Et donc en fait, il y a des attentes. Il faut travailler si les attentes sont trop élevées, à les baisser. Et ensuite, il faut délivrer au niveau au-dessus des attentes. C'est aussi simple que ça. C'est pas faire de la magie, c'est pas inventer des trucs impossibles, c'est pas dire je suis un cador, et voilà. Et c'est ça qui fait. Donc voilà. Donc nous, on fait des surveys. Et après, évidemment, on fait des entretiens réguliers avec les clients pour savoir comment ils ont ressenti, les feedbacks qu'ils ont pour nous et autres. Et la réalité, c'est que la façon dont on voit si un client est content, c'est s'il continue à bosser avec nous. Tu vois, c'est la seule. À un moment, il y a ça. Alors, on essaie, quand on perd un client, parce qu'on a quand même un taux d'attrition normal, tu vois, on essaie vraiment de comprendre si c'est un client qui est pas satisfait ou si ces circonstances économiques ont changé. Ça, c'est la question clé. Donc, à chaque fois qu'on perd un contrat, on qualifie la perte du contrat pour savoir si c'est c'est pas dans notre contrôle ou si c'est dans notre contrôle. Et là, on se focalise, c'est là où c'est notre contrôle. On devrait absolument mettre ça en place pour le récurrent SEO. Ça me paraît être critique pour continuer à grandir. En parlant de croissance, je fais les transitions sans faire exprès. Mais qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Tu parlais de la Malaisie. Est-ce qu'après, il y a d'autres pays? Est-ce qu'il y a d'autres services à ajouter? Est-ce que... Je fais des questions larges. Hein, non, je sais que tu te débrouilles très bien. Donc non, pas du tout. La croissance, en 2022, on a fait un séminaire avec mon équipe au Mexique, là, et on s'est dit, on était 200 à l'époque, et on voulait devenir 2000 en moins de 10 ans. Ça veut dire 2000 d'ici 2032. On est un peu en avance sur le plan, là. Donc à 350, on a quasiment doublé en 2 ans. Et donc ça, c'est un objectif. Si on arrive à 1500, je vais pas me suicider, hein, donc voilà, donc c'est ça l'objectif, quantifié. Et 2000 on parle de gens, ce qui est assez marrant, c'est qu'à nouveau, dans sa dimension émotionnelle, ce qui compte pour moi, enfin la façon dont les gens peuvent relate, 2000 personnes, tu vois combien de place ça prend, tu vois ce que c'est. Dire on fait 100 millions de dollars, c'est pas de l'ordre du tangible pour nous. Donc on focalise assez largement sur le nombre de personnes qu'on a dans l'équipe. Évidemment, c'est sûr que ce soit rentable. Évidemment, mais de toute façon, ton business est lié au temps facturé. On vend du temps, effectivement. Donc on a une idée, mais bon, on va pas recruter 100 personnes juste pour recruter 100 personnes sans avoir le client qui va en face. J'imagine. Mais voilà, donc on va être à 2000 en 2032. Comment on va y arriver? Par trois choses. Gagner de nouveaux clients. Enfin, garder les clients existants et gagner de nouveaux clients. Donc, on a quand même plein de cibles qu'on n'a pas du tout adressées à ce stade. Les corporates, on a 40 des 500, Fortune 500. Donc il en reste 460 quand même qu'on peut aller conquérir. Et les gouvernements, tout le secteur financier, on est nulle part. Donc, on a diversification client. Deuxième chose, c'est diversification service. Aujourd'hui, la recherche, c'est la majorité de ce qu'on fait. Je crois beaucoup, notamment dans les analytics, où on peut faire beaucoup de choses. Et on a aussi language services. Donc, on a 4 services. Tu vois, donc rien que si tu dis je peux tripler sur mon nombre de clients, ensuite je peux tripler sur mes services parce qu'en fait je vais rééquilibrer mon portefeuille. Déjà, tu as fait x9. Et ensuite, il y a les géographies. Donc aujourd'hui, on est très bon sur l'Europe, le Middle East et l'Afrique. Le Mexique, on est petit, on vient de commencer. Et ensuite, on aura la Malaisie. Donc on peut faire à nouveau x3. Donc x3, ça fait 27. On va pas tout réussir. Donc si on a un potentiel de faire x27 et que l'objectif est de faire x10, on est dans le domaine du raisonnable. Donc il y a des trucs qui vont marcher, des trucs qui vont pas marcher. Et voilà comment on fait. Super intéressant. J'ai fait mon plan 2025 aussi. Je te le montre. C'est trop court, 2025. Tu faisais plus loin. Et ben, tu sais qu'avant, je faisais un mois d'après. Hein. Mais en fait, alors, j'ai une conviction très forte, c'est qu'il y a... Ça s'applique à plein de choses. Ça s'applique au business, ça s'applique à plein d'autres choses. Dans la vie, il y a ceux qui poussent et ceux qui tirent. Ceux qui poussent, c'est de dire, aujourd'hui, je suis là, la semaine prochaine, je vais faire un peu mieux, la semaine prochaine, je vais faire un peu mieux, la semaine prochaine, je vais faire un peu mieux. En général, ça mène nulle part. Parce que tu sais pas où tu vas. Et puis, il y a des gens qui tirent, qui disent, voilà, mon objectif, c'est ça. Je veux être X milliers de personnes, je veux être telle taille de business, je veux être président de la République, je veux je sais pas quoi, je veux avoir 5 enfants, Et quand tu as une ambition élevée et tu work it backwards, tu as des probabilités d'y arriver qui sont largement supérieures, très largement supérieures. On arrive rarement à quelque chose de bien par accident. Et ça ne veut pas dire que si tu n'arrives pas à ton objectif, c'est un drame, mais ce qui est vraiment fondamental, c'est le drive d'y aller, c'est la motivation d'y aller. Ton équipe, si tu lui dis mon objectif c'est dans un mois, on va faire l'objectif dans un mois, ils n'ont pas de vision, pas d'engagement. S'il y a un rêve commun de dire on va faire ça, on aura tous des opportunités, machin, ça les motive et du coup tu n'as plus besoin toi au quotidien de les motiver, ils savent vers où tu vas et voilà.
pour peut-être boucler sur le début de notre entretien, moi, je crois pas que j'aurais eu la motivation de me lever tous les jours et de mettre l'effort que j'ai mis si j'avais pas eu cet objectif de dire, bah, en fait, j'ai envie de faire la politique le plus tôt possible, etc. Okay. Et je pense que le fait d'avoir ce rêve, je sais pas si je vais faire la politique, je sais pas si je serai président de la République un jour, je sais pas ça. Mais en revanche, le fait d'avoir eu cet objectif, ça m'a motivé dans les jours difficiles, dans tout ce parcours, tu vois. Et je pense que ça, c'est important. Et pour ta boîte, c'est pareil. Il y a quand même des jours qui sont bons et des jours qui sont moins bons. Faire ton cold calling, certains peuvent apprécier, mais ça peut être aussi pénible. Mais si tu sais que tu veux le faire pour avoir une équipe de 500 personnes et avoir créé 500 jobs, et avoir une super équipe et faire des events de dingue et faire, je sais pas quoi. Ah, ça, tu sais comment me parler, ça y est. Non, mais. Ouais. Tu vois, ça, c'est motivant. Je comprends. Ah, vraiment, merci beaucoup. Je sais pas combien tu vas me facturer pour cette session de consulting. Non, on en parlera. Ouais, c'est ça. Vraiment, merci beaucoup. Écoute, c'est un plaisir.